la confiance s'effondre, c'est tout un monde qui s'écroule. Mais lorsque ce monde vole en éclats à cause de la trahison perfide de celle à qui tu as consacré 10 ans de ta vie, tu réalises que ce n'est pas simplement un effondrement. C'est la fondation de quelque chose d'entièrement nouveau. Une vengeance qui sera froide et calculée, comme la plus glaciale des nuits d'hiver. La porte de notre appartement n'était qu'entrebâillée. Un détail qui a instantanément réveillé en moi une inquiétude sourde. Diane ne laissait jamais la serrure simplement pousser, et son souci du détail m'était familier bien avant que nous nous marions. D'un geste machinal, j'ai poussé la porte de l'épaule, franchi le seuil et me suis figé, comme frappé par un mur invisible. Dans l'entrée, juste contre le meuble où se trouvaient habituellement nos chaussures, trônait une paire de baskets masculines inconnues. Elle n'était pas à moi, c'était parfaitement évident. L'air était imprégné d'un parfum étrange mais distinct, léger, légèrement sucré. Une odeur de vanille que je connaissais chez Diane, mêlée à quelque chose de fort, totalement étranger, masculin. J'ai inspiré profondément, tentant de saisir et de comprendre ce mélange. Trop intense, trop envahissant. Le sillage chimique et étouffant d'un déodorant inconnu avait imprégné chaque recoin de l'espace, écrasant les odeurs familières du foyer. Ce n'était pas mon parfum, et il jurait totalement avec l'atmosphère de notre maison. À ce moment-là, je ne réalisais pas encore que ce détail à peine perceptible n'était que le prélude à l'effondrement imminent, que tout mon monde, soigneusement construit pendant 10 ans, allait se briser en 1000 morceaux. Maintenant, pour comprendre toute la profondeur de cette chute, commençons par le début. Je m'appelle François, j'ai 52 ans. Je vis à Toulouse et je travaille comme chauffeur routier longue distance. Cela fait déjà 2 décennies que je passe ma vie sur la route, parcourant des milliers de kilomètres. Diane et moi sommes mariés depuis 10 ans. Notre rencontre a eu lieu lors d'une soirée d'entreprise. Elle travaillait alors à la comptabilité d'une usine automobile de la région où je faisais parfois des courses internes. Au fil des années passées ensemble, nous avons acquis beaucoup de choses. Nous avions un appartement de 2 pièces dans le quartier résidentiel. Une Hyundai pas toute jeune, mais fiable. Une maison de campagne dans les environs. Une télévision récente, un carrelage élégant. Un four à micro-ondes acheté en promotion. Toutes ces choses faisaient partie de notre vie familière et chère. La maison était habitée, remplie de sons et d'odeurs familiers. Dans l'entrée flottait toujours l'arôme à peine perceptible de sa crème pour les mains qu'elle achetait régulièrement. Mais cette fois, quelque chose était catastrophiquement différent. Je venais tout juste de rentrer d'un voyage de 3 jours sur le trajet Lille-Bordeaux. Le travail, bien qu'habituel, est toujours épuisant. Diane savait parfaitement que j'arriverais vendredi matin. D'habitude, elle m'accueillait, ou du moins m'appelait pour prendre des nouvelles et savoir quand j'arriverais. Mais cette fois, silence total. En traversant le couloir, j'ai remarqué que le vase avec les fleurs séchées, qui se trouvait toujours sur une commode, avait été déplacé sur une autre. La télécommande de la télévision, habituellement posée sur la table basse, était cachée sous un coussin. Le rideau du salon n'était tiré qu'à moitié, alors que Diane l'ouvrait toujours complètement pour que la lumière du matin inonde la pièce sans obstacle. Dans la cuisine flottait une odeur de viande grillée, mais la cuisinière était éteinte. Ma théière habituelle était sur la plaque, mais ma tasse n'était pas à côté. À sa place se trouvait une tasse étrangère portant l'inscription « Meilleur patron ». Nous n'avions certainement jamais acheté ça. Je me suis approché de la chambre. Le lit était fait, mais pas selon son habitude. Les oreillers n'étaient pas dans les tés habituels. La couverture non plus n'était pas la bonne. À la place de l'habituel plaid de laine épais, il y avait sur le lit une couverture légère d'été, habituellement rangée dans l'armoire. Pourquoi ? Je n'ai pas prononcé un mot, me suis simplement assis lentement au bord du canapé et posé mon sac à côté et longuement regardé par la fenêtre. Derrière la vitre tombait une pluie d'automne fine. À travers les rideaux légers perçait une lumière grise et morne. Soudain, j'ai ressenti un malaise ici, comme si je me trouvais dans un appartement étranger et non dans ma propre maison. Je me suis rendu dans la salle de bain. Sur l'étagère, j'ai découvert un nouveau shampoing masculin de marque premium. Moi, j'utilisais toujours une marque classique. Ce flacon était presque plein. À côté se trouvait un rasoir inconnu, à triple lame de couleur verte. Moi, j'utilisais toujours un bleu.
Je me suis assis dans la cuisine et préparé du thé, observant l'eau qui fonçait lentement dans la tasse, et j'ai commencé à me remémorer comment tout avait commencé. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 42 ans. De mon premier mariage, j'avais un fils qui sert maintenant dans l'armée. Diane semblait alors calme, attentionnée, incroyablement réservée. Notre relation a évolué rapidement. 1 an plus tard, nous nous sommes mariés, avons acheté un appartement en utilisant ses économies et les miennes. Nous avons contracté un crédit immobilier que nous avons remboursé pendant 6 ans. Nous avons fait les travaux ensemble, côte à côte, peint les murs, débattu longuement sur le choix du carrelage de la salle de bain, parcouru de nombreux magasins pour choisir le canapé idéal. Elle aimait les couleurs vives et éclatantes. Je préférais les tons neutres et apaisants. Finalement, nous nous sommes accordés sur des nuances vert, gris, et dans la cuisine, nous avons accroché une horloge amusante en forme de poêle, cadeau de ses collègues. Nous avions pas mal d'amis. Le voisin Mehdi m'invitait souvent à la pêche. Luc, un ancien collègue d'équipe, nous conviait à sa maison de campagne pour griller de la viande. Les épouses se voyaient moins souvent. Seule Yasmine, l'amie de Diane, téléphonait parfois. La dernière fois, il y a environ 1 mois, elle les avait invitées toutes les deux dans un café, mais ensuite, tout s'était calmé. Ce soir-là, Diane est rentrée vers 20h, sans prévenir par téléphone. Elle a dit qu'elle était allée chez sa mère, lui apporter des médicaments. Je n'ai pas posé de questions inutiles, j'ai simplement hoché la tête. Mais elle est passée devant moi sans me regarder, sans m'embrasser comme d'habitude. Elle a seulement dit qu'elle était très fatiguée, de ne pas lui en vouloir. Pour le dîner, elle a servi de la soupe. Elle était tiède, mais pas chaude. La cuillère était déjà dans l'assiette, ce qui signifiait qu'elle ne l'avait pas réchauffée, mais simplement sortie du réfrigérateur. Elle savait que j'arrivais, mais ne s'était pas pressée de m'accueillir. Nous nous sommes couchés. Elle portait un pyjama que je n'avais jamais vu auparavant, avec une inscription étrange en anglais. Elle dormait tournée dos à moi. J'étais allongé à côté et j'écoutais les gouttes de pluie frapper le rebord de la fenêtre. Et soudain, j'ai remarqué sur la table de nuit un élastique à cheveux. Je me souvenais parfaitement qu'elle en avait de semblables, mais celui-ci était différent, plus foncé, d'une autre texture, absolument pas le sien. Je l'ai pris, l'ai fait tourner entre mes doigts, l'ai reposé, et j'ai senti tout se contracter à l'intérieur. Ce n'était pas simplement un objet, c'était un signal distinct. La première véritable sensation que quelque chose d'irréversible se produisait. Je regardais dans l'obscurité et je pensais, et si toutes ces étrangetés n'étaient pas des hasards? Si ce n'était pas la fatigue, pas une coïncidence, pas mon imagination enflammée? Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'étais apparemment allongé tranquillement, les yeux fermés, la respiration régulière. Mais chaque son dans l'appartement résonnait quelque part au fond de ma poitrine. L'élastique à cheveux sur sa table de nuit tournait dans ma tête comme du linge dans une vieille machine à laver. Un simple objet. Peut-être qu'une amie était passée ou qu'elle l'avait rapporté du travail. Seulement pourquoi alors l'avait-elle enlevé si précipitamment le matin en partant au travail? Je me suis réveillé plus tôt que d'habitude, voulant faire du café. J'ai entendu qu'elle sortait de la chambre, s'approchait de la table de nuit et soupirait doucement. Puis des pas sur la pointe des pieds et un silence total. Quand je suis entré, l'élastique avait disparu. Je m'efforçais de toutes mes forces de ne pas dramatiser. Après tout s'explique, ces choses arrivent. Mais le corps se souvient quand l'air change, et quelque chose dans l'appartement, dans son esprit même, était devenu différent. Dimanche, nous sommes allés dans un grand magasin de bricolage. Je voulais acheter de nouveaux rideaux pour la maison de campagne. Diane a accepté de façon étonnamment facile, alors qu'auparavant ses sorties l'irritaient habituellement. En route, elle a mis de la musique, bavardait sans arrêt, racontant qu'au travail ils étaient débordés. La direction exigeait des rapports sur le moindre détail. Elle riait trop, me semblait-il. Au rayon textile, elle s'est approchée de l'étagère avec les coussins et s'est soudain figée. Je regardais comment elle choisissait, a tendu la main vers une tête d'oreiller, a passé le doigt sur le tissu et a dit de façon inattendue « Tiens, comme celle qu'on a vue à l'hôtel à Lyon. » On, et je répétais, comme par hasard. Elle a été décontenancée une seconde. Elle a souri. Moi et Eva, au dernier séminaire. Là-bas, le linge était comme au cinéma. Je n'ai rien répondu. J'ai simplement noté mentalement Eva, Lyon, séminaire. Il faudrait que je me souvienne des dates. Le soir,
quand elle est allée se doucher, j'ai jeté un œil dans son sac. Je ne me l'étais jamais permis auparavant. C'était en dessous de ma dignité. Tout y était comme d'habitude. Portefeuille, clés, petite trousse de pharmacie, baume à lèvres. Seulement, parmi les reçus, j'ai trouvé un papier étrange. Une notification d'une application de taxi pour un trajet de la gare centrale à l'hôtel Le Méridien. Date, ce fameux jour où elle était au séminaire à la bibliothèque municipale. Heure, 13h42. Le séminaire, comme elle le disait, durait jusqu'à 17h. J'ai soigneusement replié le papier, les remis en place. Dans la cuisine, je me suis versé du thé. J'avais la gorge sèche. Le lendemain, je suis parti en service. Le trajet était court. Livraison de pièces de l'usine automobile vers un entrepôt en banlieue. En chemin, je me suis arrêté au supermarché. J'ai acheté des pommes. À la caisse, un jeune homme avec une boucle d'oreille a scanné mes achats, m'a regardé et a soudain dit « Vous travaillez bien avec Diane, non ?» « Oui », ai-je répondu. « Elle est passée récemment, a oublié sa carte, est revenue 5 minutes après, toute rouge. Elle a dit que son mari était strict. » J'ai souri et hoché la tête. En sortant, je me suis assis dans la cabine et ai longuement regardé le pare-brise. Ce gars avait vu ou savait quelque chose, ou avait simplement lâché ça. Mais depuis quand oubliait-elle sa carte? Elle qui calculait toujours tout à l'avance, liste, budget, promotion. Elle n'était pas du genre distrait. À l'entrepôt, je me suis attardé. Un chauffeur d'une autre ville a proposé de faire une pause cigarette. Dans la conversation, il a demandé « Dis donc, ta femme n'aurait pas travaillé dans la société Progrès par hasard? Il y avait une blonde là-bas, comptable. » Et alors, ai-je répondu, je l'ai vue récemment dans un café en banlieue avec un type. Ils étaient assis dans un coin, déjeunaient. Je n'aurais pas pensé qu'elle était mariée. Elle avait l'air trop décontractée, ou peut-être que ça m'a semblé. J'ai hoché la tête, fait semblant de ne pas y accorder d'importance, mais à l'intérieur, tout s'est effondré. J'ai imaginé ce café. Je le connaissais, avec son enseigne grise, son mobilier en plastique et son robinet qui fuyait toujours dans les toilettes. Diane disait toujours qu'elle ne supportait pas la nourriture de là-bas. J'ai commencé à compter 3 détails. Chacun pris séparément n'était que poussière, mais ensemble, ils formaient un tableau distinct et effrayant. Elle appelait moins souvent, envoyait plus de messages secs. Rentrerait tard, beaucoup de travail. Dans le réfrigérateur, son yaourt préféré, entamé mais pas fini. Elle ne laissait jamais rien commencer. Et dans la poubelle, un emballage de sushis. Elle avait toujours dit qu'elle détestait le poisson cru. Vendredi soir, je suis rentré plus tôt. J'ai appelé depuis l'entrée. Silence. L'appartement était vide. Seulement dans la salle de bain flottait l'arôme à peine perceptible d'un parfum luxueux. Celui-là même qu'elle ne portait plus depuis 1 an, affirmant qu'elle y était allergique. Et maintenant, il était à nouveau utilisé. Plus tard, elle est arrivée sans sac, sans la fatigue habituelle. Cheveux soigneusement coiffés, mascara impeccable, démarche légère. J'étais assis dans la cuisine, faisant tourner les clés dans ma main. Elle est entrée, m'a embrassé sur la tempe et a mis la bouilloire en marche. Comme si de rien n'était. Je n'ai pas posé de questions, j'attendais. Et dimanche, s'est produit ce qui est devenu pour moi le premier véritable soupçon irréfutable. Nous nous sommes assis pour déjeuner. J'ai ouvert l'application des services en ligne. Il fallait payer les impôts. Diane a soudain dit « Yasmine a appelé. Elle demandait pourquoi tu étais au centre commercial samedi dernier. » J'ai levé les yeux. « Moi, samedi? J'étais en route ?» Elle s'est figée. « C'est vrai, j'ai confondu. Elle ne t'a sûrement pas vu. » Yasmine, son amie qu'elle voyait rarement. Et maintenant, soudain, elle m'aurait vu? Où? Avec qui? Et pourquoi Diane en parlait elle-même? Le soir, quand elle s'est endormie, je fixais le plafond. Nous dormions dans le même lit, mais entre nous, il y avait maintenant du froid. Cela avait commencé avec l'élastique à cheveux et avait grandi jusqu'au mensonge, coincé entre les lignes. Je savais que si je parlais maintenant, il n'y aurait pas de retour en arrière. Et je n'étais pas encore prêt à détruire ce fragile reste de calme, cette illusion de famille. 4 jours s'étaient écoulés depuis ce dîner où Diane avait mentionné son amie Yasmine et le centre commercial. Je repassais encore dans ma tête ces paroles, comme un objet étranger qu'on n'arrive pas à extraire. Elle avait parlé la première à l'époque,
comme si elle cherchait à devancer la question. Mais pourquoi? Qu'essayait-elle exactement de devancer? Ces jours étaient étrangement calmes. Diane se comportait parfaitement, régulièrement, affectueusement, sans zèle excessif. Elle préparait les dîners, repassait mes chemises, discutait des travaux chez les voisins, comme si rien ne s'était passé. Et c'était ce qui m'effrayait le plus. J'avais l'impression d'être assis dans un décor de vie familiale où chaque objet jouait selon un scénario clairement défini. Un jour, vers le soir, je suis rentré à la maison. Le trajet avait été annulé. Je suis entré dans l'immeuble. Au premier étage, j'ai croisé Émile, le voisin du dessus, un retraité, ancien professeur dans un lycée technique. Il me saluait toujours bruyamment et joyeusement. Mais cette fois, il m'a regardé avec une note de compassion dans les yeux. « François, je pensais que tu étais chez toi hier. Vous aviez l'air d'avoir des invités » a-t-il demandé, comme par hasard. J'aurais dû, ai-je répondu. Pourquoi? Pour rien. C'est juste qu'aujourd'hui, vers 15 heures, je l'ai vu sortir d'un taxi avec un homme. Peut-être un collègue? Tu sais bien qu'elle a toujours beaucoup de collègues. J'ai hoché la tête, c'est su monter chez moi. Dans l'appartement, c'était calme. Ça sentait les mandarines et la laque pour cheveux. Elle est sortie de la salle de bain en tenue d'intérieur, cheveux mouillés, serviette autour du cou. « Tu es là? Pourquoi si tôt ?» Le trajet a été reporté et je répondu sans me déchausser. « Et toi, d'où viens-tu » ? « Du travail. Nous avons eu une journée raccourcie. La clôture comptable est terminée. Je suis fatigué. Je vais prendre une douche et préparer le dîner. » Elle me regardait dans les yeux, calmement, sans peur, sans inquiétude. Et là, j'ai craqué. Je n'ai plus gardé ça en moi. « Et l'homme avec qui tu es sorti du taxi, il vient aussi du travail ?» Pendant une seconde, une fraction de seconde, quelque chose a traversé son visage. Surprise, colère ou confusion. Puis une pause parfaitement maîtrisée. Elle a lentement séché ses cheveux, accroché la serviette. C'est le nouveau directeur adjoint de la comptabilité. Je suis allé avec lui au centre des impôts. C'était urgent. Je t'ai dit ce matin que je rentrerais peut-être tard. Tu n'écoutais probablement pas. Il a sa propre voiture, mais le parking était bloqué. Il a appelé un taxi. Voilà tout. Je la regardais. Le ton, le rythme, les intonations, tout était calculé. Pas une seule fausse note. Convaincant. Presque. Alors pourquoi tu as menti en disant que tu étais rentré à pied du bureau? Elle a froncé les sourcils, a fait 2 pas vers moi, a légèrement relevé le menton. François, ce qu'il te faut, ce n'est pas une comptable, c'est un détective privé. Tu crois vraiment que j'ai une liaison avec un adjoint qui a plus de 60 ans et qui a des varices aux 2 jambes? Tu veux que je te ramène un certificat du gynécologue? J'ai baissé les yeux. Elle voyait que je commençais à douter et elle est allée plus loin. Tu sais ce qui est le plus blessant? Qu'après 10 ans, tu ne puisses même pas simplement me faire confiance. J'ai menti sur le fait de rentrer à pied parce que tu t'accroches éternellement aux mots à chaque fois. C'est plus simple comme ça. Je suis fatigué, François. Je ne vis pas dans un procès-verbal. Elle a dit cela doucement et est sortie de la cuisine. Je restais debout. La culpabilité me brûlait la peau. Tout semblait vrai. Tous les morceaux s'assemblaient. Peut-être que j'étais vraiment allé trop loin. Toute la soirée, nous avons à peine parlé. Elle se déplaçait ostensiblement en silence dans l'appartement, a mis une série avec des écouteurs. J'étais assis sur le balcon, regardant les lampadaires se refléter dans les flaques de la cour. Il faisait froid, mais à l'intérieur de moi brûlait une chaleur. Je sentais la culpabilité lutter contre quelque chose d'autre, et cet autre était plus fort. Je me suis souvenu de l'élastique, du shampoing, du reçu de taxi, du parfum qui était apparu de nulle part. Tout cela pouvait s'expliquer, mais pouvait aussi ne pas s'expliquer. Trop lisse, trop calculé, comme si le scénario avait été soigneusement écrit. Le lendemain, en rentrant de mon service, je suis allé dans le débarras chercher des piles, et j'ai remarqué sur l'étagère du haut une vieille boîte de tablettes. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, des bricoles, câbles, chargeurs, documents et une carte de visite. Sur un fond noir mat, Yanis L et un numéro, annoté au stylo à billes. J'ai mémorisé le numéro, je n'ai ni appelé, ni écrit, je l'ai simplement photographié, cherché sur Google. Pas répertorié dans les bases publiques, aucun lien. 2 jours plus tard, pendant que Diane prenait sa douche, j'ai pris son téléphone sans but précis.
juste pour m'assurer qu'il n'y avait rien. Il n'y avait effectivement rien. Le dossier récent était vide. Même les photos de la dernière fête avaient été supprimées. Tout était stérile. Tout était trop propre. Le soir suivant, quand je suis entré dans la chambre, sur la table de nuit se trouvait à nouveau un élastique, mais différent, plus fin, pas le sien. J'en étais certain. Diane n'en avait jamais eu de ce genre. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis simplement assis sur le lit, les posé à côté de moi, les regardé, et à l'intérieur de moi, il n'y avait plus de doute. Il n'y avait que des actions, froides, calmes, imminentes. Je faisais tourner entre mes doigts cet élastique fin, pas le sien, pas son style, pas de sa boîte. Chez Diane, tout était toujours rangé strictement à sa place. Le maquillage dans la salle de bain dans le tiroir de droite, les bijoux dans le coffret sur la commode, les élastiques dans une boîte en plastique à côté de la brosse. Et certainement pas un seul, mais en lot. Celui-ci était seul, neuf, laissé comme une miette sur une nappe. J'étais assis sur le balcon quand elle est entrée dans la chambre. Nous ne nous parlions plus depuis 2 nuits consécutives. Les soirées se passaient dans un silence total. Elle regardait une série avec des écouteurs. Je parcourais des sites de petites annonces à la recherche de pneus d'été. J'avais arrêté de faire la vaisselle après le dîner. Elle ne demandait pas, je n'offrais pas. Le matin, descendant dans l'ascenseur, j'ai croisé Émile, le voisin du dessus. Il me saluait toujours bruyamment, mais cette fois, il m'a regardé avec une note de compassion. « François, je pensais que tu étais chez toi hier. Vous aviez l'air d'avoir de la visite. » Je me suis retourné. « Quelle visite ?» « Eh bien, hier soir, un type est venu de 17h30 à 19h. Je sortais au magasin, je suis passé devant votre porte, j'ai entendu des voix. Je pensais que tu étais là. Je n'ai pas répondu. Je suis sorti dans la rue, me suis assis dans la voiture et démarré le moteur et l'ai éteint. Je restais simplement assis. Dans ma tête, une seule pensée. 17h30. J'étais certainement en route à ce moment-là. Certainement. Ce jour-là, elle avait dit qu'elle s'était attardée au travail à cause d'un rapport. Toute la journée, au volant, j'étais comme dans un rêve. Les mains bougeaient automatiquement, mais les pensées étaient là-bas, dans notre immeuble, devant notre porte à 18h. Qui ? Pourquoi ? Et pourquoi tout était-il si silencieux ? Le soir suivant, quand Diane est retournée dans la salle de bain, je me suis approché de son ordinateur portable. Il était vieux mais encore fonctionnel, acheté il y a 5 ans dans un magasin d'informatique. Elle n'avait pas changé de mot de passe. Date de naissance de son neveu. Tout s'est ouvert immédiatement. D'abord l'album. Rien de suspect. Seulement dans le dossier des sauvegardes automatiques du navigateur, un fichier de localisation étrange. Apparemment, elle avait activé à un moment la synchronisation avec Google Maps. J'ai ouvert le fichier. Regardez les points. 15 avril, Hôtel Le Fleuve, avenue des Cosmonautes. Heure, 14h30. À l'époque, elle disait qu'elle était allée au centre des impôts avec l'adjoint, mais ici, c'était ailleurs. J'ai fait une capture d'écran, me l'ai envoyé par mail, puis j'ai ouvert le dossier documents. Parmi les fichiers banals, rapport trimestre, contrat cachet, se détachait un fichier nommé F4S47. Un nom qui n'était pas son style. Je l'ai ouvert, me suis assis. Sur la photo, des fleurs sur une table, un verre et une main masculine. Une montre au poignet. J'en avais vu une semblable dans le café en banlieue, portée par ce type que j'avais pris pour un serveur. En arrière-plan, une fenêtre avec vue sur notre cour. Elle disait qu'elle n'aimait pas photographier la nourriture. Mais ce n'était pas juste une photo. C'était une trace irréfutable. J'ai tout rassemblé. Photos, cartes, captures d'écran. Me les ai envoyées sur une 2e adresse mail. Une ancienne adresse professionnelle avec un mot de passe que seul je connaissais. Cette nuit-là, nous avons dormi dans le même lit, mais chacun sur son île. Dans la cuisine, le silence. De la salle de bain, le bruit du sèche-cheveux. Elle n'a pas demandé comment s'était passée ma journée. Je n'ai pas demandé qui était venu lundi. Samedi, tout a basculé. Je suis rentré à la maison à 20h. Sur la table, une salade et un rôti. Elle avait dressé la table comme s'il y avait une fête. Elle est sortie en robe rouge, celle qu'elle portait auparavant pour un anniversaire. Maquillage, sourire. « Pourquoi tu t'es mise si belle ? » Simplement envie d'une ambiance chaleureuse. On est rarement ensemble à la maison. Je me suis assis, j'ai mangé en silence. Elle parlait des travaux chez Yasmine, des promotions au magasin de bricolage, d'une série.
Et puis je n'ai pas tenu. Diane, tu penses que je suis complètement idiot? Elle s'est figée. Le sourire s'est arrêté. De quoi tu parles? De l'hôtel avenue des Cosmonautes, des visiteurs, de la photo avec la main. Tu veux que je te montre? Elle n'a pas détourné le regard, mais quelque chose a tremblé dans son visage. Et soudain des larmes, vraies ou fausses, je ne sais pas. Tu m'espionnes, tu fouilles dans mes fichiers, tu es malade. Malade? C'est celui qui vit avec toi en sachant que tu mens. Elle s'est levée, a crié que j'étais paranoïaque, que j'avais des problèmes mentaux, que je n'étais pas un mari mais un contrôleur, que ce n'était pas une vie mais une prison. Je n'écoutais pas. Je suis simplement allé dans la chambre et sorti un sac, y ai jeté des affaires, jeans, 3 chemises, chargeur, rasoir. Fermé la fermeture éclair. Elle essayait de crier, se tenait dans l'embrasure de la porte, m'empêchait de passer. Je l'ai écartée. Pas brutalement, je l'ai simplement enlevée du chemin. Elle a crié « Tu vas où ?» Là où ça ne pue pas le mensonge. La porte a claqué. Le voisin de l'appartement 5 a jeté un œil par l'entrebâillement. Peu importe. Je descendais les escaliers sans prendre l'ascenseur, lentement, le sac à la main, le dos trempé, les mains tremblantes. J'ai dormi chez mon vieux camarade Mehdi dans un garage coopératif. Une petite pièce avec un lavabo et un canapé, des briques apparentes, une lampe à lumière froide. J'étais assis, buvais du thé dans une tasse publicitaire. J'ai ouvert ma boîte mail, regardé à nouveau la photo et soudain j'ai remarqué dans le coin supérieur un reflet. Dans le verre, une silhouette masculine avec un téléphone et le même élastique au poignet en guise de bracelet. J'ai fait une capture d'écran, nommé le fichier simplement 1, et c'est seulement alors que j'ai souri pour la première fois. Froidement, presque avec soulagement. J'ai loué une chambre au 3e étage d'un vieil immeuble, pas loin de la gare de triage ouest. Une vieille dame seule l'a louée par connaissance. Elle était la femme du voisin de garage. Meuble vieux mais propre, chauffage correct. Le réfrigérateur ronronnait comme un train, papier peint taché par le temps. Mais je m'en fichais. Ici, je respirais. Au mur étaient accrochées des photos en noir et blanc de son fils, marin, mort dans les années 90. Je n'ai rien touché, j'ai seulement déplacé le lit plus près de la fenêtre pour voir la lumière du lampadaire la nuit. Il semblait me garder avec sa tache orange uniforme au plafond. Je vivais simplement. Le matin, douche, café du distributeur au 1er étage, sandwich à la charcuterie du supermarché. Journée de travail comme toujours, mais plus silencieuse. Je rentrais tard, mangeais ce que j'achetais en livraison. Ragoût en conserve, thym, pommes. Je me couchais avant 23 heures et dormais sans rêve. Le corps était fatigué par l'action, l'esprit par le silence. Avec Diane, nous nous sommes croisés 2 fois pour des affaires. La première fois, je lui ai donné de l'argent pour les charges. La seconde, je suis passé chercher des documents que j'avais laissés dans la commode. Les 2 fois, la conversation a été brève, dénuée d'émotion. Elle essayait de tenir, mais dans ses yeux se lisait une tension désorientée. Elle ne comprenait pas comment j'avais pu me refroidir si brutalement, comme si elle ne me reconnaissait pas. « Tu m'aimais pourtant », a-t-elle dit doucement sur le seuil. « Je t'aime toujours, seulement pas toi. » Son visage s'est crispé comme sous une gifle. Je me suis retourné et suis parti. Le lendemain, Luc a appelé. Un ancien collègue avec qui je buvais parfois une bière après les services a demandé « Tu vas bien? On ne te voit plus ?»« Tout va bien, j'ai juste déménagé. J'ai entendu dire que vous aviez des soucis avec Diane. Tu sais, elle est devenue bizarre. Ma femme et moi avons déjeuné avec elle et son amie. Elle parlait tout le temps d'une nouvelle vie, disant qu'elle avait tout supporté longtemps pour l'enfant. Ça nous a paru fou. Je me suis tu, mais j'ai mentalement noté cela dans ma réserve. Plus tard, dans le garage où je rangeais mes pneus d'hiver, j'ai croisé le voisin, oncle Émile. Il a grogné. « Je pensais que tu avais pris un déplacement. Ta femme se balade toujours bien habillée, comme pour un rendez-vous. Avant, elle courait dans la cour en survêtement, maintenant en talons, et toujours sur son téléphone. » J'ai hoché la tête, dit que maintenant je vivais séparément. Il n'a pas insisté avec les questions, a juste écarté les bras. « C'est la vie, François, mais ne perds pas la face. Tu n'es ni le premier ni le dernier. » La recherche d'un avocat a été rapide, par l'intermédiaire d'une connaissance du service technique. « Prudent avec elle, a-t-il dit. Discrète mais redoutable. Elle divorce proprement, sans bruit.
Elle s'appelait Maître Lola. Nous nous sommes téléphonés. J'ai brièvement décrit la situation. Pour l'instant, rien d'officiel. Je rassemble. Quand ce sera prêt, on commencera, a jeudi. Correct. Tout par les faits, pas par les émotions. J'ai commencé. J'ai transféré toutes les photos, conversations, marqueurs et captures d'écran sur une clé USB séparée. J'ai créé un tableau. Date, lieu, parole, incohérence. Changé tous les mots de passe, de la messagerie aux cartes de fidélité. Bloqué l'accès à l'application bancaire en ligne. Le compte était à mon nom. Désactiver les paiements automatiques. Configurer les notifications pour toutes les transactions. La conversation suivante s'est produite par hasard. Je suis passé chercher mes affaires. Diane n'a pas ouvert, mais sa mère a ouvert la porte en grand. Comme par hasard chez elle, mais probablement elle attendait exprès. Nous étions dans l'entrée. Elle est restée longtemps silencieuse, puis a dit « Avant, je pensais que tu étais trop strict, et maintenant il me semble que tu étais trop doux. » Je n'ai pas répondu, j'ai seulement hoché la tête. Elle a soupiré et ajouté « Je ne sais pas tout, mais je vois que tu es devenu différent, comme si quelqu'un t'avait trahi. » Quelques jours de plus se sont écoulés, et j'ai commencé à moins penser au passé. Pour la première fois, j'ai commencé à imaginer un avenir sans elle. Dans un appartement où il n'y a pas son odeur, ses tasses et ses masques sur l'étagère, où le matin ne commence pas par la recherche de qui tu es dans ses yeux. Un soir, j'étais debout à la fenêtre. Je feuilletais de vieilles photos. Je suis tombé sur un cliché de la maison de campagne. Grillade, couverture, bouteille d'apéritif. Elle riait à l'époque. Je regardais et essayais de me souvenir du son de ce rire. Je n'y suis pas arrivé. Puis le téléphone a sonné, numéro inconnu. Je n'ai pas répondu tout de suite. « François, nous ne nous connaissons pas, mais nous devons parler. C'est à propos d'elle. » J'ai serré le téléphone, pas de peur, mais parce que le puzzle commençait à s'assembler. Chaque matin commençait de la même façon. Café noir sans sucre, 2 œufs durs, radio en fond sonore, juste pour couvrir le silence. Par la fenêtre, les toits du quartier devenaient lentement gris, et le lampadaire du carrefour finissait de brûler d'une lumière jaune. Je ne vérifiais plus mon téléphone. Tous ceux qui devaient écrire l'avaient déjà fait, tous ceux qui ne devaient pas aussi. Je m'étais installé dans cette chambre comme dans une tente lors d'une expédition. Lit, ordinateur portable, sac de vêtements, pile de documents imprimés. Tout le reste n'avait pas d'importance. J'avais appris à cuisiner pour une personne. Sarrasin, escalope, salade du magasin. Je dînais sans télévision. Seulement les actualités sur messagerie et les chats professionnels. Pas de réseaux sociaux, pas de photos. Même les souvenirs s'étaient effacés, comme si le cerveau lui-même s'était protégé de la douleur. Mon fils appelait de l'armée 1 fois par semaine. Parlait calmement, avec assurance, comme s'il était maintenant l'homme de la famille. « Papa, tout va bien. Le sergent est correct. Ils nous nourrissent bien. Et toi, comment ça va? Je travaille. Je vis séparément. Avec maman, quelque chose ne va pas? Je me suis tu, puis j'ai dit « Avec nous deux, quelque chose ne va pas. Mais n'y pense pas. Fais ce que tu as à faire. » Il s'est tu, puis a lâché. « Je te comprends, et je suis avec toi. Simplement, ne te perds pas. » D'accord. Cette phrase frappait plus juste que n'importe quelle accusation. Avec Diane, je ne communiquais plus du tout. Toutes les questions pratiques passaient par Maître Lola, l'avocate. Elle coordonnait, transmettait, précisait. Froidement, poliment, précisément. Pas un mot de trop. Diane appelait, au début tous les jours, puis tous les 2 jours, puis seulement la nuit. Au début, elle écrivait des messages furieux, puis suppliants. Je n'ouvrais pas, mais je lisais les aperçus. Le dernier était « J'ai tout compris, s'il te plaît, parlons humainement ». C'était 2 jours après qu'elle ait refusé de rencontrer l'avocat. J'ai demandé à Maître Lola de commencer les démarches. Nous avons déposé la demande, vérifié tous les documents. L'appartement était à mon nom. La maison de campagne héritée de mon père. Sa voiture achetée à crédit. La répartition était évidente, mais il fallait la formaliser. Nous avons préparé la requête. L'audience a été fixée au vendredi à 9h30, tribunal de quartier. Un soir, dans l'entrée du vieil immeuble où je louais, j'ai été arrêté par une connaissance, Mélissa, l'amie de ma femme. Celle qui semblait toujours discrète. « François,
Elle m'a demandé de te transmettre. Elle veut parler. Elle dit que tout n'est pas comme tu penses. Je ne pense plus, ai-je répondu. Mais tu l'aimais. Le mot-clé est au passé. Elle a baissé les yeux. Je ne l'ai plus revue. Le lendemain, Maître Lola a écrit que Diane voulait venir à mi-chemin, sans avocat. J'ai refusé. Alors est arrivé un message d'elle-même, long, décousu, plein de justifications. Qu'elle était fatiguée, qu'elle se sentait seule, que j'étais devenu froid, qu'elle s'était trompée, que rien de sérieux ne s'était passé, que tout pouvait s'arranger. Je lisais cela à l'arrêt de bus, attendant le bus. Il faisait froid. Un vent glacial soufflait au visage. Et soudain, tout m'est devenu égal. Pas de douleur, pas d'amertume, pas de jubilation. Simplement vide. J'ai appuyé sur supprimer et suis monté dans le bus sans me retourner. Le matin de l'audience était calme et je suis arrivé tôt. Dans le hall, ça sentait le linoléum poussiéreux et le désodorisant bon marché. Je me suis assis sur un banc et ouvert le dossier, vérifié les documents. Le cœur battait régulièrement. Ni peur, ni colère, seulement de la concentration. Comme avant un projet complexe, sauf que maintenant, l'enjeu était plus élevé. Diane est apparue 10 minutes avant le début dans un manteau clair que je lui avais moi-même offert pour le nouvel an. Cheveux attachés, maquillage neutre, regard éteint. Elle m'a vu et a immédiatement détourné les yeux. S'est assise 3 sièges plus loin. Entre nous, il y avait du vide, littéralement et intérieurement. « Passez dans la salle numéro 3, a dit une voix jeune. Le greffier à lunettes a ouvert la porte. Maître Lola m'a fait un signe de tête et je me suis levé. En passant devant elle, je n'ai pas regardé. Pas parce que je l'évitais, mais parce que je n'avais plus rien à chercher en elle. Nous nous sommes assis. Silence. Le silence du tribunal est particulier. Pas comme à la maison. Il est plus lourd. Le greffier a annoncé l'affaire. Le juge a levé les yeux. Tout devait commencer. Diane a ouvert la bouche, comme si elle voulait dire quelque chose, mais je n'écoutais plus. Le juge était sec et professionnel. Questions, clarifications, confirmations écrites. Son avocat semblait nerveux, a essayé plusieurs fois de ramener la conversation vers la pression émotionnelle, mais cela sonnait creux et peu convaincant. Mon avocate répliquait sans forcer. Faits, documents, délais. Puis a commencé ce à quoi je ne m'attendais pas. Un par un, les témoins ont commencé à arriver. D'abord, Émile, le voisin du dessus, âgé mais à la mémoire vive, a raconté qu'il avait vu 2 fois le même homme entrer dans l'appartement en mon absence. Une fois le soir avec des fleurs. Puis mon collègue de la base logistique. Il s'est avéré qu'il avait croisé par hasard Diane et ce même homme dans un café près de la gare. Elle ne l'avait pas remarqué. Lui s'en souvenait. Il a précisé la date. Elle correspondait au jour où elle disait avoir été à une soirée d'entreprise. Et puis Eva, mère d'un de mes collègues, à qui elle s'était plainte dans le bus sans savoir à qui elle parlait. La dame, a dit Eva, a dit qu'elle était fatiguée de vivre avec quelqu'un qui contrôle toujours tout, qu'elle voulait simplement de l'amour, même secret. Diane était assise, silencieusement, le visage blanc comme de la craie. Pas une réplique, pas une tentative d'interrompre. Seulement les doigts sur les genoux qui tripotaient la lanière du sac. À un moment, elle m'a regardé, et j'ai vu pour la première fois dans ses yeux non pas de la culpabilité, non pas de la colère, mais de la peur. Une peur pure, sans aucun masque. Le juge a lu la décision, partage de l'appartement avec compensation en ma faveur. Bien selon la liste établie avec l'avocat. Versement financier de sa part. J'ai formellement renoncé à la pension pour mon fils. Il est adulte. Mais le juge a noté que la compensation morale restait à la discrétion des parties. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement rassemblé le dossier et suis sorti. Après le tribunal, je ne suis pas rentré chez moi. Je suis allé à l'appartement où je vivais maintenant et commandé de la nourriture en livraison. Bu du thé fort, puis sorti l'ordinateur portable et ouvert un des dossiers. Il y avait des captures d'écran de ces conversations, des photos avec géolocalisation, des audios où elle murmurait quelque chose à Yanis. Tout cela est parti vers 2 endroits. Le premier, au service des ressources humaines de son entreprise, où il surveillait strictement la réputation des employés. Le deuxième, dans la messagerie de son supérieur,
sans commentaire, juste les fichiers, envoyés, lus, rien d'autre n'était nécessaire. Le lendemain, un collègue m'a informé qu'elle avait été convoquée aux ressources humaines. 2 jours plus tard, elle a été licenciée d'un commun accord. Et 1 semaine après, son Yanis a supprimé tous ses réseaux et changé de numéro. Elle s'est retrouvée seule, sans travail, sans alliés, sans soutien. Les amis se sont détournés d'elle. Même sa mère a cessé de répondre au téléphone après une courte visite où je lui avais laissé une copie de la lettre de l'avocat avec les détails du divorce. Elle appelait d'abord depuis des numéros inconnus, puis écrivait de longs messages où il y avait des demandes, des accusations et des larmes. Je ne répondais pas, je ne devais plus rien. La vie après elle s'est avérée non pas vide, mais simplement vraie. J'ai continué à travailler. J'allais plus souvent voir mon fils à la caserne. Nous ne parlions pas d'elle, seulement de l'avenir. J'ai réparé le robinet de la cuisine, acheté un vieux mais fidèle 4x4, appris à cuisiner du pot-au-feu. Une soirée est restée particulièrement mémorable. J'étais assis près de la fenêtre avec une tasse de thé, écoutant la pluie tomber dehors. Dans la chambre, c'était calme, pas solitaire, simplement calme. Et pour la première fois depuis de nombreux mois, j'ai compris. J'étais en paix. Je n'avais pas gagné. J'avais simplement retrouvé ma propre personne. Si vous avez écouté jusqu'à ce moment, c'est que quelque chose dans cette histoire a résonné en vous. Peut-être que vous traversez quelque chose de similaire, ou que vous avez simplement reconnu la douleur de quelqu'un. Sachez que les vrais hommes ne se vengent pas dans l'hystérie. Ils tirent des conclusions. Ils agissent froidement jusqu'au bout. Abonnez-vous si vous voulez d'autres histoires comme celle-ci, où personne ne crie, mais où la justice finit par arriver. Même si ce n'est pas immédiat,